On commence ici une série de vidéos sur la résolution numérique d'équations. Et dans cette première vidéo sur ce thème, on va voir l'introduction et notamment la position du problème. Alors, à vrai dire, on va commencer par un exemple, un cas un peu concret pour voir notamment à quoi est-ce que ça peut servir en vrai la résolution numérique d'équations. Alors, lorsque John Carmack a mis au point son moteur de rendu du jeu Quake Arena, alors ça remonte déjà à un certain temps, il a eu besoin, entre autres, de calculer 1 sur racine de R pour un réel positif R. Alors, ce calcul, il est loin d'être simple et il nécessite des méthodes de calcul approchées. Néanmoins, toutes les méthodes de calcul approchées ne se valent pas. Et notamment, ne se valent pas en termes de calcul, de nombre de calculs nécessaires. En utilisant une méthode qui permet d'approcher 1 sur racine de R avec uniquement 2 calculs, alors que la plupart des méthodes nécessitent des boucles assez lourdes et donc beaucoup plus de calculs, Carmack a pu améliorer les performances de son moteur de rendu. Donc, dans cet exemple qui est très concret, le choix de la méthode et le fait d'être parvenu à trouver une méthode qui soit très efficace, en tout cas en termes de nombre de calculs, a eu une importance fondamentale dans son application, et ici donc dans le rendu du jeu en question. Alors, une remarque avant de passer à la position du problème. Notons que chercher un x tel que x est égal à 1 sur racine de r, c'est ça, on veut calculer 1 sur racine de r, donc on cherche x tel que x est égal à 1 sur racine de r, c'est équivalent à chercher x tel que r moins 1 sur x carré, c'est égal à 0. En prenant r et x qui sont tous les deux strictement positifs. Donc ça veut dire que calculer 1 sur racine de r, ça revient à chercher le zéro d'une fonction, c'est-à-dire le x tel que la fonction, l'image de la fonction vaut 0. Bon. Alors maintenant qu'on a dit ça sur cet exemple, en réalité, n'importe quelle résolution d'équation peut se ramener à chercher le zéro d'une fonction via des petites équivalences. Alors, quel est notre problème ? De quoi est-ce qu'on va s'occuper dans toute cette partie-là sur la résolution numérique d'équations ? On va prendre I un intervalle de R ou un sous-ensemble de R et on va prendre une fonction f qui est définie sur I à valeur dans R. Notre problème, c'est de chercher, disons x bar, un réel x bar dans I, tel que f de x bar, c'est 0. Donc notre problème, ce qui nous intéresse, c'est chercher un 0 de la fonction f. Alors, lorsque la fonction f est simple, un polynôme de degré 1 ou 2, une fonction trigonométrique, etc., a priori, on sait résoudre cette équation, on arrive à se débrouiller. Mais dans la très grande majorité des cas, du moment que la fonction est un tout petit peu plus compliquée, par exemple, prenez juste la fonction qui a x associe x plus cosinus x, de façon formelle, de façon théorique, on ne sait pas faire, on ne sait pas résoudre. D'accord ?
Et de façon beaucoup plus générale, on ne sait pas résoudre des équations. En général, c'est pas faisable. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres méthodes qui permettent de résoudre ces équations sans pouvoir faire le calcul formellement. Bien, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des méthodes numériques qui vont nous permettre d'approcher la solution. Et attention, ce sera toujours des approximations, on ne pourra pas obtenir le résultat exact. Mais l'idée, c'est donc d'approcher petit à petit de la solution qu'on cherche. Alors, on verra dans de prochaines vidéos des méthodes qui permettent de faire ça. Mais avant d'aller sur ces méthodes, eh bien, la première étape, la première question à se poser, c'est déjà, est-ce qu'il existe des zéros? Est-ce qu'on n'est pas en train de travailler pour rien? Et plus que ça, on peut aussi se demander, est-ce qu'il n'y en a rien qu'un? Donc, avant d'aller chercher un zéro d'une fonction, eh bien, on va se demander, est-ce que je sais s'il y a des zéros? Et si je sais qu'il y en a, est-ce que je sais qu'il n'y en a rien qu'un? Ou est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs? Parce que du coup, ça a une influence sur la recherche. Alors, pour répondre à ces questions, là, il faut analyser, étudier la fonction. Et étude de fonction, comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, regarder son domaine de définition, regarder ses variations, etc., etc. Bon, mais on a en particulier un théorème très important qui va nous permettre de dire oui, il existe des zéros. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il y a plusieurs façons de le donner, de donner les conditions. Bon, on va prendre cette version-là. On prend I, un intervalle, disons AB, donc intervalle de R. Alors, simplement, vous voyez, j'ai précisé, A a le droit d'être égal à moins l'infini. Donc, je peux avoir de moins l'infini jusqu'à un nombre, mais j'ai aussi un B qui a le droit d'être plus l'infini. Donc, en fait, je peux prendre I qui est tout R. Ça marcherait aussi, ou tout R plus, ou tout R moins. Ou, bon, on peut prendre ce qu'on veut. On prend quand même A strictement plus petit que B, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'ai mon intervalle de R, éventuellement tout R ou pas loin. Je prends f, une fonction qui est continue sur i. Attention, cette condition est essentielle. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'il faut commencer par étudier la fonction et vérifier qu'elle est bien continue sur i. Admettons que c'est vrai. Supposons maintenant qu'il existe deux nombres, x0 et x1, qui sont dans i, donc entre autres dans le domaine de définition de f, tel que on sait que f de x0 fois f de x1, c'est strictement négatif. Donc si c'est strictement négatif, ça veut dire que j'en ai un qui est négatif, un qui est positif. Alors, je ne vais pas faire une démonstration, mais on va juste se rappeler une ou deux bricoles. Je vous rappelle que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue? On peut voir ça en disant que quand je fais le dessin, j'ai pas le droit de lever le stylo. Donc, j'ai pas le droit de lever le stylo. Admettons, j'ai mon x0 qui est ici. J'ai mon x1 qui est là. Si f de x0 fois f de x1 est négatif, produit de deux nombres négatifs, ça veut dire qu'il y en a un qui est négatif, l'autre qui est positif. On n'a pas d'autre possibilité. Donc, soit j'ai f de x0 qui est négatif, admettons on est là, f de x1 qui est positif, admettons on est là, et je dois donc relier les deux sans avoir le droit de lever le stylo. Il peut se passer plein de choses.
Mais vous voyez que dans tous les cas, pour passer de négatif à positif sans lever le stylo, j'ai pas le choix. Je suis obligée de croiser 0, de couper l'axe des abscisses. Et c'est pareil dans l'autre sens, si on avait f de x0 qui était positif et puis le f de x1 qui est négatif. Alors je peux y aller directement ou, pareil que tout à l'heure, je peux y passer plusieurs fois en 0. Bon, donc, ce qu'on vient de voir sur le petit dessin là, c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Donc si j'ai i un intervalle de R, que f est continu sur i, et que je sais qu'il y a 2 points dans i tels que f de x0 fois f de x1 est négatif, et bien forcément, je sais qu'il existe un x bar compris entre x0 et x1 tel que f de x bar est égal à 0. C'est obligé. On l'a vu sur le dessin, on ne peut pas lever le stylo, on passe de négatif à positif ou l'inverse, on est obligé de passer par 0. Bon, ce qu'on a vu aussi sur le dessin, c'est que, oui, on sait qu'on passe par 0, maintenant on peut y passer qu'une seule fois, ou on peut y passer plusieurs fois. Eh bien, on a une version un petit peu différente de ce théorème des valeurs intermédiaires, qui va nous permettre de dire, oui, dans ce cas-là, je suis sûr et certain qu'il n'y a qu'un seul 0. On reprend la même situation que pour le théorème des valeurs intermédiaires, mais on va supposer en plus que f est strictement monotone sur i. Donc ça veut dire que sur i, la fonction elle est strictement croissante, ou bien elle est strictement décroissante. D'accord ? Mais elle ne peut pas faire autre chose. Si on revient sur mon petit dessin, et que strictement décroissante, par exemple ici, oui, il n'y a pas le choix, elle est passée qu'une seule fois par 0, et puis une fois qu'elle est arrivée en négatif, elle ne peut pas remonter, elle est strictement décroissante. Dans le cas là où j'avais plusieurs zéros, oui, alors là j'étais croissant, puis décroissant. Une fois que je suis arrivée à positif, pour repasser par 0, il faut que je retourne au négatif, donc il faut que je sois décroissant, etc. Donc, si la fonction elle est strictement monotone, alors, si je sais qu'en plus f de x0 fois f de x1 est négatif, je sais qu'il y a un unique x bar tel que f de x bar est égal à 0. Bien, donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer par faire l'étude de la fonction, déterminer qu'entre telle valeur et telle valeur, il y a un unique 0, et maintenant on va le chercher, ce 0. Et pour ça, on va avoir un certain nombre de méthodes.